Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 17e webinaire consacré au logiciel Robot Structure Analysis. Je suis Guillaume Chazal et je serai aidé par mon collègue François Augière qui répondra à vos questions tout du long de la présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui sera API et macros disponibles pour robots. Nous vous rappelons que les enregistrements de nos précédentes sessions ainsi que les présentations PowerPoint associées sont disponibles en téléchargement sur notre forum ainsi que sur cette diapositive. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le principe, nous souhaitions également rappeler quelques points essentiels concernant les webinaires. Ces sessions de webinaire ont pour but de traiter un sujet particulier orienté support, c'est-à-dire dans l'optique d'apporter une ou des solutions aux problèmes et questions les plus récurrentes sur le sujet. Ces sessions sont composées d'une phase qui alterne présentation et manipulation dans le logiciel pendant environ 30 à 40 minutes. Les micros étant coupés, vous pouvez à tout moment poser vos questions via le panneau questions de l'application GoToWebinar. Une fois la présentation terminée, on passera le reste de l'heure à tenter d'y répondre. Dans cette diapositive, nous avons regroupé les liens vers les ressources les plus couramment consultées, comme la page du forum dédiée aux articles techniques, la page vers la boîte à idées dans laquelle vous pouvez exprimer en français ou en anglais vos demandes de développement, et enfin la page dédiée aux commentaires des webinaires auxquels vous avez assisté et qui contient entre autres les réponses à l'ensemble des questions posées durant les sessions. Alors ce webinaire a pour but de rapidement présenter les add-ins et macros qui ont été publiés sur nos forums et qui nous paraissaient intéressants de présenter. Peu de manipulations seront donc réalisées dans le logiciel et nous vous présenterons ces add-ins au travers de quelques exemples simples et quelques vidéos. Le prochain webinaire sera quant à lui consacré à la composition d'impression dans Robot. Alors, la première macro qu'on souhaitait vous présenter est une macro basée sur Excel qui permettra de créer ou d'ajuster des lignes de construction. On peut donc simplement et rapidement créer des lignes de construction simplement en renseignant le tableau Excel ici. Et il est également possible de modifier une grille qui serait existante dans un modèle en important les données de la grille, modifier les données dans la feuille Excel et les réexporter dans le modèle. Donc à chaque diapositive, vous verrez, vous avez le lien qui permet d'accéder à la page sous laquelle la macro présentée ou l'add-in présentée peut être téléchargée. Alors ici, deux macros basés également sur Excel sont présentés. Les deux ont pour but de corriger des imprécisions de coordonnées dans un modèle. Donc on va voir un exemple dans un petit fichier robot simple, celle qui concerne la modification des objets. Donc je vais ouvrir le modèle en question. Donc vous voyez, c'est juste des petits bouts d'objets simples que l'on a définis de façon à pouvoir tester les add-ins. L'objet qu'on va regarder ici, c'est celui-ci. Donc c'est un panneau qu'on a volontairement modélisé avec quelques imprécisions géométriques. Donc là, je vais afficher les dimensions de ma structure en millimètres avec quelques décimales. Et si je regarde la définition de son contour, ce panneau, je m'aperçois voilà, qu'il y a une petite erreur ici suivant l'axe X et une autre sur l'axe Y. Et l'idée va être de la corriger. Donc en temps normal, ce qu'on ferait, surtout pour un panneau isolé comme celui-ci, je viendrais corriger mes coordonnées, valider et appliquer. C'est facile à faire sur un panneau. Mais là, l'idée de la macro est de pouvoir le faire sur une sélection de plusieurs panneaux et puis dans une configuration peut-être plus compliquée. Donc la macro à utiliser, c'est celle que je vais ouvrir ici. Donc voilà, elle est basée sur Excel. Donc Excel se lance, voilà. Donc d'un point de vue utilisation, elle n'est pas très compliquée à utiliser. On a vu que les coordonnées à corriger étaient à corriger suivant les axes X et Y. Donc je vais cocher X et Y. Et le panneau doit être sélectionné pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné mon panneau en arrière-plan. Et je vais cliquer sur ce bouton pour récupérer les coordonnées de robot. Donc ici, on voit que les coordonnées ont bien été récupérées. Et ici, c'est la proposition de correction des coordonnées qui m'est proposée en fonction des paramétrages que je donne à la fois en niveau d'arrondi et au choix d'arrondi que je fais ici. Donc je peux arrondir vers le haut, vers le bas, et je peux choisir ici la tolérance. Donc si je choisis par exemple cette valeur de tolérance là, je clique sur ce bouton là, il me propose ce type de coordonnées là. Et si ces coordonnées me vont, donc ici c'est le cas, je clique sur ce bouton de façon à corriger ce jeu de coordonnées ici, et je mets à jour l'objet en cliquant sur ce bouton. Une fois que cette colonne est remplie de petits plus, ça veut dire que la correction est réalisée. Et si je reviens voir mes coordonnées maintenant, elles auront été corrigées.
Donc encore une fois, il y a une macro similaire pour la correction des coordonnées des nœuds qui est disponible sur ce lien et celle que je viens de vous montrer sur ce lien ici. Alors ici, vous trouverez un add-in qui est très similaire aux deux précédents. La différence ici, c'est qu'on ne pourra pas manuellement régler les coordonnées comme on peut le faire dans le tableur, parce que ce que je vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est que si pour une raison ou pour une autre, vous vouliez renseigner vos coordonnées manuellement dans le tableur, vous pouviez le faire et ça les mettrait à jour dans Robot. Ici, avec l'add-in, on ne pourra pas le faire. L'avantage cependant de l'avoir sous forme d'add-in, c'est qu'on pourra facilement l'ajouter en tant qu'option dans Robot. Je vous montrerai plus tard comment. Donc si je reviens dans mon petit fichier, que j'annule les modifications que j'ai faites tout à l'heure, je devrais retrouver, voilà, on retrouve l'erreur ici, et je vais utiliser à la place l'add-in. Donc même principe, vous sélectionnez le panneau, et vous voyez que cet add-in, donc lui, il est ici, et j'ai pu l'ajouter dans ce menu-là simplement en passant par le gestionnaire de modules complémentaires, où en fait l'idée, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé l'add-in qui est sous forme, qui est à l'extension soit exe ou DLL, vous pouvez l'ajouter dans le gestionnaire en spécifiant son chemin d'accès, tout simplement. Et donc là, le module à utiliser, ce sera donc celui-ci. Ici, ce que j'ai besoin de corriger, donc c'est donc un panneau et uniquement le panneau sélectionné. Donc je viens sélectionner, ce sera du bouton ici. Et de la même manière que tout à l'heure, je peux choisir la valeur de tolérance à utiliser et est-ce que je souhaite arrondir vers le haut ou vers le bas. En cochant la case à coche Preview, je vois à la fois les coordonnées d'origine et les coordonnées qui me sont proposées en tant que correction, on va dire. Donc ici, on voit qu'elles n'ont pas été, pour l'instant, ne sont pas corrigées. Et donc, je vais jouer sur la tolérance de façon à pouvoir les corriger. Donc ici, on voit que ça a corrigé celle pour l'Y. Alors, je vais utiliser cette valeur de tolérance-là pour l'exemple. Et quand je clique sur ce bouton-là, les coordonnées devront être corrigées maintenant dans les coordonnées. Voilà, ce qui est bien le cas. Alors, il arrive souvent dans Robot d'être confronté, enfin dans des modèles, lorsqu'on calcule les modèles, à des instabilités de type 3 qui sont fréquemment liées à la taille des éléments de calcul. Cet add-on qui est présenté ici, que je vais vous montrer dans l'exemple du fichier que j'ai ouvert, va vous permettre de facilement repérer ces éléments de calcul qui seraient trop courts, afin d'éventuellement corriger une géométrie qui serait imprécise. Donc si je reviens dans mon exemple, on a volontairement, je vais afficher les numéros de nœuds pour que ça soit, donc créer ces deux barres avec une légère imprécision géométrique de quelques millimètres. Voilà, donc volontairement, on a fait ça dans le cadre de l'exemple. Je vais dézoomer. Et donc l'outil à utiliser, ça serait celui-là. En paramètres, il lui faut uniquement la longueur limite des éléments de calcul que l'on souhaite identifier. Donc en dessous de cette valeur, les éléments seront mis en évidence. Donc là, il me suffit de cliquer sur ce bouton-là. Donc il me propose de générer le modèle, chose que je suis obligé de faire dans ce contexte. Et là, il va, comme on voit ici donc à l'écran, il me met en évidence les nœuds d'origine et de fin qui ont généré cet élément de calcul-là et il me donne sa longueur. Donc ça me permet de facilement repérer dans un modèle même un modèle qui serait plus compliqué, repérer rapidement sans être obligé de diviser les barres et de zoomer dans la zone indiquée de façon à repérer l'imprécision et puis de venir corriger manuellement éventuellement. Alors la macro suivante, elle a été créée et partagée par un de nos utilisateurs sur le forum anglais. Cette macro permet de facilement comparer deux modèles entre eux. Et ce même utilisateur a créé aussi la macro suivante qui permet de gérer les familles dans le module de dimensionnement acier. Alors elle nous a paru importante à partager dans la mesure où elle a été a priori pas mal utilisée sur le forum anglais. Donc pour plus d'informations sur ces deux macros, on vous recommande de vous rendre sur le site web de cet utilisateur dont le lien est fourni sur la diapo précédente et sur celle-ci, donc via le lien ici. Donc cet add-on qui peut être également intéressant en phase de modélisation d'un modèle, il permet d'ajouter un nœud à l'intersection de barres sélectionnées, même si elles ne se croisent pas. Donc là on le voit
sur la capture d'écran, ça sera plus clair tout à l'heure, puisque je vais le refaire ici dans mon modèle. Voilà. Donc si je le fais sur ces deux barres, on voit qu'elles ne se croisent pas physiquement, mais on pourrait imaginer une situation dans laquelle j'aurais besoin d'avoir des nœuds d'accroche pour, par exemple, créer, je sais pas, une liaison rigide ou une barre qui lierait ces deux barres. Aujourd'hui, ça serait possible de le faire avec robot, soit en utilisant l'outil d'intersection, mais ça impliquerait de devoir recalculer la distance à laquelle je veux avoir ce point. Ici, l'outil va le faire pour nous, il va créer les deux nœuds automatiquement de façon à ce que la distance séparant les deux nœuds soit la plus courte possible. Donc pour l'utiliser, cet outil, donc c'est un add-in que j'ai ajouté à nouveau dans ce module-là, et c'est celui-ci. Donc je vais simplement indiquer le numéro des deux barres, donc ici c'est ma barre 2 et là la barre 1. Et en validant, on voit qu'il m'a créé donc les deux nœuds, de façon à ce que la distance séparant ces deux nœuds soit la plus courte possible. Voilà, donc quand on est dans la phase de modélisation, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans certains cas de figure. Alors de la même manière, là, l'add-in qu'on va présenter, c'est quelque chose qui vient en complément des outils qui sont déjà disponibles dans Robot. C'est-à-dire que dans Robot, si vous voulez créer une copie d'une barre suivant, enfin disons, dit autrement, on ne peut pas créer une copie de barre suivant le repère local d'une barre qui serait orientée de façon quelconque. On peut le faire avec l'outil translation, mais ça implique de recalculer le vecteur euh, dans le vecteur orienté tel que le repère local, ce qui n'est pas toujours pratique. Ici, par exemple, je vais le faire sur cette barre-là, puisqu'elle est orientée, voilà, elle est inclinée. Donc je vais isoler cette barre-là pour vous montrer. Si j'affiche son repère local, voilà, imaginons que j'ai besoin de copier cette barre-là dans la direction Y locale. À nouveau, je pourrais le faire avec Robot, avec l'outil translation, mais ça serait un peu compliqué. Avec cet outil-là, qui s'appelle donc bar offsetting, il me suffit de sélectionner la barre à copier. C'est la barre 2. La référence, c'est aussi la barre 2. Et je veux par exemple la copier de 1 mètre dans la direction Y locale. Et je ne veux pas la copier en Z pour l'instant. Quand je fais la copie, donc on voit que, si j'arrive à me placer, voilà, on voit que l'outil l'a bien copié dans la direction Y. Maintenant, si je resélectionne ces deux barres, par exemple, parce que ça marche aussi sur une sélection multiple, donc il récupère la sélection, la référence, on va dire que c'est toujours la barre 2, mais maintenant je ne veux pas la copier en Y mais en Z, par exemple. Si je fais la copie, voilà, il a bien copié ces deux barres dans la direction Z locale de la barre. Donc pareil, en phase de modélisation, c'est quelque chose qui peut être intéressant plutôt que de s'embêter, entre guillemets, à recalculer des vecteurs qui seraient placés par rapport au repère global. Alors l'ADIN présenté ici permet de fusionner des barres en une seule barre tout en conservant le chargement. Ça nous avait été demandé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que si je me place ici sur cette file de barres, voilà, je vais enlever l'affichage des sections. Donc on voit ici que cette file de barres est composée donc de 4 barres sur la longueur et ici à nouveau 4 barres. Si aujourd'hui je veux refaire quelque part regrouper ces 4 barres, je peux le faire simplement en retraçant une barre entre le nœud 13 et le nœud 14. L'ADIN, ce qui permet de faire, c'est de simplement recréer la barre sans avoir à supprimer, perdre le chargement, etc. Et ça marche sur une sélection multiple. Donc l'idée, c'est on sélectionne toutes les barres qu'on veut recréer, on va dans module complémentaire et on va utiliser voilà, cet outil. Donc les barres, c'est celle-ci. Et il me suffit de cliquer sur le bouton Merge, en sachant que cette case à coche permet de savoir si oui ou non on veut, conserver les nœuds intermédiaires. Donc là, je vais les supprimer. Et en cliquant sur ce bouton, on voit que, quand l'ADIN travaille, qu'il supprime donc les nœuds et qu'il regroupe les barres. Donc là, il nous informe de ce qu'il a fait. Et donc là, j'ai bien plus que deux barres, la barre 14 et la barre 18.
Donc celui-ci, pareil, en phase de modélisation, ça peut être intéressant. Il permettra de facilement allonger et raccourcir une barre sans forcément la diviser. De la même manière, si je veux, si je prends, je sais pas, cette barre-là, par exemple la barre 1, si je vais dans module complémentaire, donc la DIN à utiliser, c'est celui-là, short element. Je vais afficher les nœuds de façon à savoir qui est l'origine, qui est l'extrémité. Donc l'origine de ma barre est ici, l'extrémité est là. Ou pardon, c'est pas celui-là, c'est oui, celui-là. Donc voilà, la barre à modéliser, à modifier, c'est la barre 1 et je veux une nouvelle, donc elle fait 20 mètres, parce qu'on l'a tracé au hasard. Si maintenant je veux qu'elle fasse plus que 10 mètres par exemple, et que je spécifie quel nœud je veux bouger, donc par exemple le nœud de fin, donc par exemple le nœud 2, en cliquant, voilà, il me raccourcit la barre et elle ne fait plus que 10 mètres. Donc pareil, ça peut être intéressant lorsqu'on modélise plutôt que d'avoir à rediviser la barre. Alors, cette macro, qui est à nouveau basée sur Excel, permettra de facilement supprimer des points caractéristiques qui seraient inutiles dans la définition d'un contour de panneau. Donc là, à nouveau, je vais retourner dans mon petit fichier exemple. Le panneau en question, c'est celui-là. Et on voit que, à la place d'avoir été défini en 4 points, il a été défini en un certain nombre de points caractéristiques qui en fait contraignent le maillage. Alors dans un panneau isolé, pour un panneau isolé, ça ne pose pas de problème, comme on l'avait vu pendant le webinaire sur le premier et le second webinaire qui était dédié au maillage. Pour un panneau isolé, ça ne va pas se poser de souci, c'est-à-dire qu'on voit bien ici que dans le point caractéristique a contraint le maillage et a forcé quelque part ce nœud-là à s'accrocher dans cette zone. Par contre, si j'ai un autre panneau qui vient se coller ici et que ces deux panneaux ont donc ce bord commun là, ça peut poser souci au niveau du maillage puisque je vais forcément avoir une maille qui va atterrir dans cette zone. Donc l'idée de cette macro est de pouvoir facilement se débarrasser de ces points caractéristiques qui sont quelque part inutiles. Et donc la macro à utiliser, c'est celle-ci, celle que je suis en train de lancer. En termes de fonctionnement, elle est très simple, hein. Il suffit de sélectionner le ou les panneaux à modifier et on clique sur ce bouton-là. Il nous indique les coordonnées des points caractéristiques qu'il a repérés, ceux qu'il a supprimés, ceux qu'il a conservés. Quand je reviens dans mon panneau, on voit qu'il est constitué maintenant de seulement 4 points. Alors cet outil il permet de facilement reconstituer un élément de type barre en un panneau, en un modèle équivalent élément fini. Donc là on le voit on voit les possibilités qui sont offertes par cet outil avec ce qu'on voit sur la capture d'écran. Je vais vous montrer comment ça marche rapidement. Mais on voit par exemple que sur cette succession de barres qui est composée de barres à section constante et variable, l'outil a recréé ce modèle élément fini en un clic. Donc ça, je vais vous montrer pareil sur une barre au hasard. Par exemple, si je reprends la barre 1, je l'isole pour bien voir ce qui se passe. Si j'affiche sa section, voilà. Donc c'est un IPE de 100, hein, c'est une section standard. L'outil à lancer, c'est une macro Excel. Donc je suis en train de lancer. Voilà. Pareil, d'un point de vue utilisation, rien de compliqué, je sélectionne l'élément à transformer et je clique sur ce bouton. Lorsque c'est terminé, il indique OK. Et là, je vois que dans Robot, il a créé en superposition les panneaux. Si j'enlève l'affichage des croquis, donc on voit ici les panneaux, et chaque panneau a été attribué pour chaque panneau l'épaisseur qui correspond ici par exemple à l'épaisseur de lame de l'IPE de 100 et ici à l'épaisseur des ailes de l'IPE de 100. Et de même, le matériau affecté précédemment à la barre a été correctement réappliqué à l'ensemble des panneaux. Ça peut être intéressant par exemple si vous avez à vérifier un assemblage un peu particulier en élément fini par exemple. Alors cet outil présenté là a également été développé et partagé par un de nos utilisateurs. Il a été nommé par l'utilisateur donc Spider.
Il permet de facilement gérer des liaisons rigides dans un certain nombre de situations. Par exemple, on pourra facilement créer un chapiteau en tête de poteau, comme le montre une des deux vidéos qu'on va vous montrer. Donc la première vidéo euh, montre en fait comment cet outil permet de facilement créer des liaisons rigides à l'intérieur de, on va dire entre guillemets, l'empattement de des sections, de façon à répartir l'effort dans le plancher. Donc ça marche à la fois pour les panneaux pour les barres qui seraient situées en plein milieu d'un plancher, mais aussi pour les barres qui seraient situées le long d'un bord. Et comme on le voit là à ce moment-là, on peut également gérer le nombre de nœuds qui va être généré le long de la section. Et de la même manière, donc cet outil, on a mis le lien vers le site web de l'utilisateur qui propose de le télécharger. Bon, donc on voit que ça marche également sur les sections en bord. Et la seconde vidéo, donc c'est celle-ci, qui nous montre également comment cet outil permet de facilement créer à partir d'une sélection de barres euh, un chapiteau en dessous, donc sous un plancher par exemple. Donc là on va sélectionner l'épaisseur du panneau qui va être décalée et l'outil va diviser, va créer l'ouverture et décaler le panneau supplémentaire qui va représenter le chapiteau. Euh, il va le créer donc automatiquement et le relier par des liaisons rigides. Et donc on verra sur l'exemple suivant, toujours dans la vidéo, que ça marche donc également pour des barres qui seraient situées le long d'un bord. Donc le même principe, ça marche sur la base d'une sélection de barres. Voilà. Et la découpe est faite en respectant le contour du panneau. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le prochain programme qu'on va vous montrer. Ça s'appelle Intelform. C'est un logiciel qui permet de générer des structures paramétriques de manière simple et intuitive. Et ce programme est connecté à Robot et permet de rapidement créer ou modifier une structure. Donc là, voilà, on va passer directement ici où l'utilisateur fait voilà, un nouveau fichier pour présenter donc l'outil, où on va voir que via des paramètres donc facilement accessibles dans Intelform, on va pouvoir gérer, on va dire dans un premier temps, la géométrie de base du modèle, donc l'espacement entre les différents poteaux, mais aussi donc la répartition des barres en toiture principale et secondaire, la forme de la toiture. On voit également qu'on va pouvoir générer assez rapidement et facilement un treillis. Voilà. Donc là, on va dire que la toiture est maintenant modélisée. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo parce qu'elle est relativement longue. Je vous invite à aller la visionner sur le forum avec les commentaires en français du développeur qui a fait cet outil. On va avancer directement à un endroit dans la vidéo, voilà, où on voit que à cette étape-là, les différents treillis ont été modélisés dans la structure et on peut gérer l'arc des différents treillis qui ont été modélisés pour la membrure inférieure. Et tout ça facilement via des paramètres qui sont disponibles directement dans l'application externe donc, qui s'appelle Intelform.
À cette étape-là, on voit que l'utilisateur donc va modéliser une toiture supplémentaire au milieu de la structure, qui pourrait être assimilée à une espèce de verrière. Donc là, on voit le début de la modélisation. Voilà, donc là, la toiture est évidée, on va dire. Et ensuite, on va venir gérer de la même manière que précédemment le nombre d'éléments horizontaux que l'on va générer sur cette toiture et puis également la forme de cette toiture secondaire. Voilà. Donc là, sur le reste de la vidéo, c'est l'utilisateur, on va dire, finit la modélisation de la structure. Et à cette étape-là, on va voir que donc, la structure est maintenant terminée d'un point de vue modélisation dans une telle forme. Et il y a un export qui est possible. Donc comme je disais, vers robot au format RTD, on voit également qu'il y a un export possible en DXF. La géométrie est exportée vers robot, donc je vais passer la phase d'export. Voilà. Et donc là, dans robot, il suffit d'ouvrir le RTD qui a été généré par une telle forme. Et on récupère bien l'ensemble de la géométrie avec la toiture modélisée sous forme de bardage, triangulaire pour certains pour s'assurer qu'il soit plan. Voilà. Donc un bon outil que je vous laisserai découvrir en cliquant plus en détail, on va dire, en cliquant simplement sur ce lien où on a la vidéo détaillant l'ensemble des fonctionnalités, ou en tout cas faisant une bonne partie une bonne démo de cet outil, avec des commentaires donc en français sur notre forum. Alors on a également à disposition une macro qui permet de facilement obtenir l'enveloppe des efforts à un nœud donné. C'est-à-dire que ici, ce qui avait été sélectionné dans le logiciel pour obtenir ce tableau, c'est uniquement le nœud 4. Et la macro est capable de détecter les barres qui sont connectées à ce nœud et génère l'enveloppe des efforts pour l'ensemble des 3 barres connectées et uniquement à cette intersection des 3 barres. Ça peut être intéressant par exemple si on doit dimensionner un assemblage dans une application externe par exemple. Alors également une autre macro basée sur Excel qui permet de modifier la géométrie d'une structure en déplaçant physiquement ses nœuds de la valeur des déplacements qui seraient obtenus sur le cas sélectionné, donc le cas sélectionné ici. Elle permettra par exemple de calculer la structure en supposant une déformation initiale. Également cette macro qui permet de présenter les ratios ELU d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans Robot. Elle permet de les voir en fait de manière graphique et elle permet d'afficher l'évolution du ratio ELU le long de la barre directement sous Excel, donc sous forme graphique. Ces 2 macros dont seuls les liens ont été donnés, je vais vous faire voir ça, leur fonctionnement à travers un exemple, permettent en fait de récupérer les réactions ou les efforts d'extrémité de barre d'un modèle afin de les considérer en tant que charge dans un autre modèle. Donc là, on va s'intéresser surtout à la première qui permet de récupérer les réactions d'un modèle pour les insérer dans un autre modèle. Donc là, je vais fermer ce modèle-là et je vais vous faire voir les 2 modèles en fait et le fonctionnement de la macro. Donc le modèle d'origine, c'est celui-là. Et on va supposer que j'ai besoin de vérifier l'assemblage, un assemblage qui est un peu particulier, dans un autre modèle. Donc l'assemblage, je l'ai modélisé sous forme c'est un assemblage en éléments finis. Et je vais récupérer les réactions au nœud 1 de façon à les injecter dans le modèle élément fini
pour vérifier l'assemblage sous forme de charge. Donc ça c'est mon fichier d'origine, il a été calculé, les résultats sont actuels. Et euh, le fichier qui recevra ces charges, c'est celui-ci, donc l'assemblage en fait. Voilà. Et donc l'idée c'est d'insérer les charges, les réactions du modèle précédent en tant que charge à ce nœud ici. Et en fait le fonctionnement de cette macro à nouveau est relativement simple, donc le robot n'a pas besoin d'être ouvert. Et on va donc lancer simplement la macro. Celle-là je peux la fermer. Voilà. Donc en termes de fonctionnement, ce qu'il nous demande, c'est simplement de pointer sur le fichier duquel on souhaite récupérer les réactions, pointer sur le fichier sur lequel on veut injecter les charges, donner la sélection des nœuds, et ici ce paramètre indique les valeurs de réaction qu'on va ignorer, c'est-à-dire que dans ce paramétrage-là, toutes les valeurs de réaction inférieures à 1 newton seront ignorées. Donc je vais pointer sur mon modèle. Qui est donc celui-ci. Et je vais ensuite pointer sur le modèle qui va recevoir les charges. Voilà. La sélection des nœuds, donc je vais récupérer les réactions que au nœud 1. Et ensuite, il me suffit de cliquer sur ce bouton et on voit l'état, le statut de l'opération, on va dire, dans ce champ ici. Donc on va voir qu'il va ouvrir dans un premier temps le fichier d'origine. Il va ensuite récupérer les réactions. Il va ensuite ouvrir le fichier cible, y injecter les charges. Et ensuite, il enregistre ce fichier cible sous le même nom et vous donne le statut comme terminé ici. Si je ferme donc maintenant la macro, que je relance robot, si je réouvre ce modèle, on va voir maintenant qu'il contient les charges qui ont été importées depuis les valeurs de réaction de l'autre modèle, donc sous les différents cas de charge. Donc ici, on a sur la même diapo présenté deux outils qui peuvent être intéressants d'un point de vue charge. La première, celle de gauche, qui permet de rapidement modifier des charges directement dans le tableau de chargement. Et la seconde qui permet de rapidement créer une succession de cas de charges. Donc je vais rapidement faire voir ce que j'entends par ça. Si j'ouvre par exemple ce fichier-là, qui est un portique, j'ai généré des charges de vent dessus, j'ai gardé que 2 cas de vent dessus. Supposons que ces cas de charges-là, j'ai besoin de multiplier leur valeur par un coefficient pour réduire ces valeurs de charge, par exemple, par 0,8 ou 0,9, etc. Je pourrais tout simplement exporter ce tableau-là vers Excel, faire la modification et le réinjecter, ou alors je peux utiliser donc cet outil. Voilà. Dans un premier temps, je vais cliquer sur le bouton lire pour qu'il récupère l'ensemble des cas de charge disponibles dans ce modèle. Je vais y indiquer le cas de charge à modifier et je vais y indiquer est-ce que je veux modifier tous les types de charges présents dans ce cas de charge là ou uniquement par exemple que les charges qui seraient que les charges uniformes par exemple. Ici je veux modifier toutes les charges et on peut imaginer mettre un coefficient de 0,8 ici si on veut réduire les charges. Bon ici pour que ça soit visible sur les valeurs, je vais volontairement mettre un gros coefficient pour qu'on voit la modification. Et quand la modification est effectuée, on va voir, alors des fois il faut changer de bureau et revenir. Voilà, on voit l'influence qu'a eu cette modification sur les valeurs des charges. Le second, qui permet de créer rapidement des cas de charge, je vais le faire dans un nouveau fichier. Voilà, je vais juste créer une barre sous poids propre, histoire d'avoir quelque chose.
Si je le lance, donc c'est celui-ci. Je vais aller dans le bureau chargement pour qu'on voit bien ce qui se passe. Aujourd'hui, si je veux créer par exemple 10 charges d'exploitation, dont 5 de catégorie A et 5 de catégorie B, ben, il va me falloir aller ici, exploitation, choisir la catégorie, cliquer plusieurs fois sur ajouter, avec le petit délai qui existe à chaque fois que vous cliquez sur ajouter. L'outil permet juste d'accélérer un peu le processus, c'est-à-dire que là je vais indiquer que je veux 5 charges d'exploitation par exemple de catégorie A avec le préfixe catégorie A par exemple, générer. Et ensuite 5 codes de catégorie B générés. Et quand je reviens dans Robot, elles ont bien été toutes créées d'un coup. Bon, ça permet juste d'accélérer un petit peu la création des cas de charge. Quand on a un certain nombre de cas de charge, ça peut être pratique. Alors celui-ci, il a été créé pour quelque part contourner une limitation actuelle du logiciel. Vous savez qu'à l'Eurocode indique qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte plus de 2 charges variables par combinaison. Aujourd'hui, ça c'est pas pris en compte par le logiciel et cet outil permet de facilement identifier et supprimer et renuméroter les combinaisons qui ont été générées dans un modèle. C'est-à-dire que si je réouvre mon portique de tout à l'heure, dans ce modèle-là, j'ai donc une charge variable, donc une charge d'exploitation de catégorie E, 2 charges de vent, une charge de neige. Si je laisse Robot générer mes combinaisons, donc je vais les générer en automatique, générer les combinaisons manuelles de manière automatique. Ouais, je vérifie juste mes relations, je les génère. Et si je vais voir le tableau des combinaisons, je vais afficher les préfixes pour que ça soit plus clair. On voit par exemple que celle-ci, par exemple, fait intervenir 3 charges variables et elle n'est pas nécessaire. Donc celle-ci devrait être supprimée. Donc pareil, à l'heure actuelle, on pourrait très bien le faire en récupérant toutes les combinaisons depuis l'onglet édition, l'envoyer vers Excel, identifier manuellement ce qu'il faut supprimer, etc. Et le supprimer et refaire la numérotation derrière manuellement. Là, l'outil permet simplement d'accélérer tout ça. Voilà, il est ici. On indique juste à combien de charges variables on se limite, 2 par défaut. Ici, on pourrait mettre autre chose si on le souhaite. Il vérifie que vous avez bien pensé à sauvegarder votre fichier avant. Si vous cliquez sur nom, il enregistre sous un autre nom. Et ensuite, il vérifie, il identifie les combinaisons à supprimer, il les supprime. Il vous indique dans un fichier qui est sauvegardé au même endroit que le fichier, que votre fichier robot dans un rapport texte, ce qu'il a supprimé. Quand vous validez, il vous laisse le choix de renuméroter ou pas les combinaisons, si vous le renumérotez. Donc ça, il va vous générer également un autre rapport qui permet de vérifier si après renumérotation, quelque part, vous avez bien le même nombre de combinaisons avant et après renumérotation. Et le rapport dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc on voit qu'il a supprimé 18 combinaisons qui sont celles-ci. Ça permet de vérifier si elles ont bien été, si les combinaisons supprimées ont bien été étaient bien nécessaires à supprimer. Et il indique également les combinaisons qui restent. Voilà. Alors cet add-in également a été créé pour faciliter la création, la génération automatique des déplacements relatifs d'appui à l'Eurocode 8. C'est-à-dire que l'Eurocode 8 indique que dans le cas donc dans un bâtiment classique, si on a des massifs de fondation qui sont pas liés entre eux par des longrines, on est censé prendre en compte la plupart du temps là, les déplacements relatifs d'appui. Donc on a mis sur le forum, alors déjà l'outil fonctionne sur la méthode, sur la base de la méthode qui est détaillée par un article du site ICM, et on avait mis à disposition sur notre forum un article qui explique comment faire ça manuellement dans Robot. Et sur cette même page est disponible en téléchargement cet outil qui permet donc de le faire de manière automatique. Donc si il marche à la fois sur les modèles 2D et 3D. Donc ici, si je le fais par exemple directement sur ce modèle 3D pour vous montrer, ce modèle 3D il a été établi sur la base de l'exemple qui est donné dans l'article du CTICL pour pouvoir comparer les résultats. Donc l'outil le voici. Mes paramètres de l'analyse sismique dans ce cas-là, on voit qu'on a une accélération donc de 1,6
un type de sol, c'est une classe d'importance à 2, et je vais récupérer ces paramètres-là dans l'application. C'est le seul paramétrage que je vais avoir à faire. Donc on a dit type de sol C, une classe d'importance à 2, et je me mets en zone de sismicité 4 pour avoir une accélération à 1,6. La méthode recommandée dans l'article du site ICM, c'est la méthode enveloppe. La méthode exacte aussi a été mise en place. Donc elle est basée uniquement sur la norme. Et l'outil permet de générer en sortie soit des combinaisons de Newmark, soit des combinaisons quadratiques. Donc là, je vais dire des combinaisons de Newmark. De la même manière que précédemment, il vérifie si vous avez sauvegardé ou pas votre modèle. Et suite à ça, donc là déjà dans un premier temps, il va me demander d'identifier manuellement les cas spectraux qui sont définis dans mon modèle. Donc je sais ici que mon cas spectral dans la direction X, c'est le K4, et ici c'est le K5 en Y. Et suite à ça, il va nous générer des combinaisons de Newmark. Donc là, on va pouvoir voir ce qu'il a fait dans Robot. Et donc là, il nous a bien généré les déplacements imposés d'appui, qui sont les déplacements relatifs d'appui selon l'Eurocode 8. Donc l'ensemble A dans les deux directions, l'ensemble B dans les deux directions. Et en plus de cela, il a recréé les cas sismiques en créant une combinaison quadratique entre le cas spectral X et l'ensemble A direction X, une autre combinaison quadratique entre la direction Y de séisme et l'ensemble A dans la direction Y, et ainsi de suite. Et à partir de ces nouveaux cas de séisme, on recrée des combinaisons de Newmark. Voilà. La dernière macro qu'on voulait vous montrer a été développée également suite à de nombreuses demandes de la part d'utilisateurs dans le domaine du bois, puisque aujourd'hui dans Robot, on n'a malheureusement pas d'outils qui permettent de vérifier des assemblages à l'Eurocode 5. Donc si vous souhaitez vérifier un assemblage à l'Eurocode 5, nécessairement vous devez le faire soit dans des outils externes ou dans des feuilles que vous avez développées par vous-même, sauf que les efforts RDM de robots ne peuvent pas être utilisés tels quels dans ces outils-là, puisque d'après l'Eurocode 5, ils doivent être modifiés par le rapport KMM sur KMOD avant d'être utilisés pour vérifier l'assemblage. Le problème, c'est que gamma M dépend uniquement du matériau, mais KMOD, lui, dépend du matériau, de la classe de service et également des durées d'application des charges. Donc, à faire manuellement, c'est possible, mais assez fastidieux. Ici, l'outil permet en fait d'accélérer tout ça. Donc, je vais vous montrer comment ça marche sur un exemple. Donc, l'exemple, c'est celui-ci, par exemple, et je vais ouvrir la macro. Voilà, qui a été faite dans Excel. Donc, elle est en train de s'ouvrir. Voilà. D'un point de vue utilisation, on voit qu'en données, il nous demande la position relative à laquelle je veux récupérer les efforts et l'altitude. C'est tout ce qu'il nous demande. Ici, on va s'intéresser, on va supposer, par exemple, je veuille calculer l'assemblage dans cette zone. Si je regarde l'orientation de mes repères locaux, on voit qu'ils sont tous orientés de la même façon pour ces trois barres qui sont connectées à ce nœud. Donc je sais que l'origine de ces trois barres est située à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir laisser 0 pour la position relative d'affichage des forces. En termes de fonctionnement, il me suffit de sélectionner ces trois barres, de revenir dans l'application et de cliquer sur ce bouton qui permet de récupérer à la fois les cas de charge, leur numéro. Alors quand il a terminé de récupérer, il se place automatiquement dans l'onglet hypothèse parce qu'il attend qu'on donne les classes de service pour les barres. Je vais revenir à force pour vous faire voir ce qu'il a fait. Donc il a récupéré les cas de charge, les numéros des cas, donc à la fois cas simple et combinaison, et il a classé ces cas de charge-là suivant les différentes durées d'application qui sont sur la base d'hypothèses qui sont indiquées à l'onglet hypothèse. Il a également récupéré pour toutes les barres sélectionnées et pour tous les cas, les matériaux et les efforts. À cette étape-là, donc j'ai besoin de retourner à l'onglet hypothèse et d'indiquer pour les trois barres qui sont sélectionnées, quelle est la classe de service de ces barres-là.
Donc ici, on va supposer qu'elles sont toutes de classe 1, par exemple. Et il me suffit de revenir à l'onglet Force et de cliquer sur Mettre à jour. Et quand je clique sur Mettre à jour, il en détermine, en fonction des classes des durées d'application précédemment déterminées, le K-mode, le gamma M. Il met à jour les efforts pour toutes les barres et il crée l'enveloppe. Donc là, à l'onglet Force, on voit qu'on a le tableau mise à jour qui prend en compte le rapport gamma M sur K-mode pour chacune des barres et pour chaque K. Et ensuite, à partir de ce tableau-là, il a créé l'enveloppe. Voilà, donc à partir de maintenant, si vous avez des questions, nous tenterons d'y répondre au mieux. Merci Guillaume pour la présentation. Alors jusqu'ici, on a une question qui est restée sans réponse. Je ne sais pas si tu la connais, sinon on pourra donner la réponse sur le forum dans la partie feedback sur les webinaires. C'est à propos de la macro qui permet d'injecter les réactions d'une structure dans une autre. Est-ce que tu sais si, donc là dans l'exemple que tu as fait, on le montre on sélectionne un cas de charge, est-ce que ça peut être une liste de cas de charge ou est-ce qu'on peut renseigner le champ une liste de cas de charge ou alors on doit le faire cas de charge par cas de charge? Mais sinon, bon, on peut simplement vérifier après en téléchargeant un macro puis en testant, hein. Si tu... Ouais, alors là, si je reprends en fait le fichier qui s'appelait le fichier cible, on va dire, donc celui-là maintenant est modifié, donc je vais reprendre, c'est celui-là qui est vide, je crois. Les charges n'y sont pas en fait. C'est-à-dire que si j'affiche la représentation graphique de mes charges, ici j'ai pas les charges qui sont définies. Donc j'ai pas fait de sélection particulière, hein, je peux refaire la manipulation. C'est-à-dire que si je reviens dans mon modèle d'origine, enfin si je réouvre la macro plutôt. Ouais, c'était juste le numéro du cas en fait. Donc c'est multi-cas de charge. Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'indiquais juste, alors on va la réouvrir juste pour voir l'interface. Voilà. Vous voyez en fait ce que j'indique, c'est uniquement le chemin vers le fichier duquel je veux récupérer les réactions, le fichier dans lequel je veux injecter les charges, et la seule sélection que je fais en fait c'est la sélection du nœud. Est-ce que c'est tous les nœuds? Est-ce que c'est un nœud en particulier? Là dans mon cas c'était que le nœud 1. Et voilà, donc ce paramètre de force en dessous desquels je vais les ignorer. Et donc on a vu que donc ça c'est le fichier d'origine qui ne contient pas les charges, et le fichier qui est modifié, qui a été modifié par la macro, c'est celui-là. Et malgré le fait que j'ai pas indiqué spécialement de cas de charge, j'ai bien, si j'affiche les valeurs, il m'a bien récupéré voilà, K1, K2 et K3, la combinaison, etc. La combinaison non, mais le K4 oui. Donc à vérifier pourquoi la combinaison ne l'a pas récupéré, mais voilà, j'ai pas fait de sélection de cas de charge, il m'a bien récupéré pour tous les cas simples. En résultat non actuel, après peut-être il suffit simplement de recalculer pour avoir. Donc c'est bien une macro qui est non seulement multi-nœud, mais aussi multi cas de charge. Donc il y a une question qui est posée, c'est autour de la globalité, mais une question à laquelle on a déjà répondu, mais peut-être tu peux revenir sur le slide avec le. De toute façon, on mettra tous les liens. C'est comment faire pour installer ces macros, où les trouver, etc. Ouais, donc voilà, si je reviens à la présentation, si je prends voilà, la dernière qu'on a montrée par exemple, en chaque pied de page, il y a à chaque fois le lien pour télécharger la macro en particulier qui a été qui est présentée. Mais d'une manière plus générale, si je vais sur notre forum, euh, donc le forum français et le forum de nos collègues, il y a une page dédiée à chaque fois pour récupérer toutes les macros. Donc sur le forum français, il n'y en a pas énormément, mais vous verrez sur le forum anglais, il y en a un certain nombre, elles n'ont pas toutes été présentées parce que il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, cette page-là, on le mettra en plus dans la page de feedback.
je vous conseille d'aller y faire un tour et de vérifier ce qui est disponible. Nous, on a présenté qu'une infime fraction de ce qui existe sur cette page-là. Et sur le forum français, de la même manière, c'est ici dans outils externes. Pareil, on n'a pas tout présenté, mais la plupart ont été présentés ici dans cette présentation, mais il y en a beaucoup moins que sur le forum anglais. Ok, merci. Une autre question qui demande si ces macros sont disponibles pour les versions 2016 de Robot, la version actuelle étant la 2017. Oui, oui, normalement ça doit fonctionner sur quelle que soit la version. Bon, à part peut-être pour des très vieilles versions où c'est possible qu'il y ait des soucis étant donné que l'API évolue en même temps que les versions de robots. Mais pour des versions récentes, 2015-2016, ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. Une petite précision sur justement toujours la macro d'import des réactions en charge sur un autre fichier. Effectivement, la liste des cas doit être similaire entre les deux modèles. On l'avait bien précisé. C'est-à-dire que quelque part, les cas sans charge doivent être les mêmes de chaque côté, quoi. Même numérotation. Merci. Alors tout à l'heure, je crois que tu avais une autre question sur le comment ajouter les add-ins, c'est ça aussi? Peut-être où j'ai pas répondu, j'ai pas pensé. Oui, 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 tout à fait. Ben, tu l'as Euh, c'est- quasiment montré, mais bon. ouais, c'est à l'onglet modules complémentaires, gestionnaire de modules complémentaires. Et là, dans le champ chemin d'accès, on vient cliquer sur les trois petits points, on pointe sur le fichier exe que l'on souhaite ajouter. Le nom de l'option va directement apparaître, on peut la modifier si on souhaite et on clique sur ajouter. Et elle va apparaître à la fois dans cette boîte de dialogue là et ensuite dans le menu, voilà, tout simplement. Une question qui concerne la macro qui permet de transformer la section d'une barre en panneau en équivalent panneau élément fini. Faut-il définir les caractéristiques du maillage avant de lancer la macro? Euh, donc je pense que la réponse c'est la création, c'est la création de panneaux. Après, bien sûr, on se trouve dans une modélisation élément fini où peut-être il faudra jouer effectivement sur la finesse et les propriétés du maillage, mais comme une modélisation élément fini traditionnel. L'intérêt, c'est que vous n'ayez pas modélisé les panneaux, quoi. Les panneaux arrivent tout modélisés. Il n'y a plus qu'à lancer la génération du modèle, voir le maillage qui est généré, et éventuellement jouer sur les différentes propriétés de maillage pour ajuster ça. Alors une autre question qui concerne toujours la même macro, mais existe-t-il une macro inverse permettant de transformer des panneaux en barres? Donc à notre connaissance des macros qui ont été partagés par les utilisateurs sur le forum, non, ça n'existe pas. Non. Donc je répète juste pour la disponibilité des macros, etc. De toute façon, sur le forum français de robots, avec le lien qui est affiché là sur cette dernière slide, donc c'est le post qui permet de mettre des commentaires de retour par rapport à ces webinaires sur robots. Donc sur le forum français de robots, ce post, on récapitule tous les webinaires qu'on a fait en mettant à disposition à la fois l'enregistrement vidéo de la session du webinaire qui est sur notre chaîne YouTube, et aussi vous avez le lien vers le document de support PowerPoint qui a servi à cette présentation. Et donc vous avez vraiment tous les liens, tout est cliquable et téléchargeable. Il suffit d'aller sur le forum français de robots, sur la page du feedback sur les webinaires.
Si vous avez aussi des doutes par rapport à ces différents ou des questions très précises sur une de ces macros disponibles, ce que je vous suggère, c'est d'aller voir aussi par vous-même, télécharger ces macros qui sont clés en main en quelque sorte, et puis tester les macros, voir si ça fait exactement tout ce que vous pensez que ça puisse faire. Et l'intérêt, c'est aussi euh, de pouvoir échanger sur le forum de robots par rapport à ces macros qui sont mis à disposition. Vous pouvez très bien suggérer à la personne certains axes de développement ou poser vos questions par rapport aux fonctionnalités exactes des différentes macros. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être arrêter ici. Donc juste pour rappel, notre prochain webinaire donc, est a priori prévu le 30 mars et sera dédié à la composition d'impression d'un robot. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à bientôt, nous espérons sur les prochaines sessions.